Bien, donc pour cette dernière série de vidéos, pour le dernier cours, on va s'intéresser en fait à l'analyse des systèmes, maintenant qu'on sait les représenter de différentes façons et qu'on a vu leur fonction de transfert. Alors on peut partir de la conclusion que très souvent, un système est constitué de plusieurs systèmes élémentaires. Et donc, si on peut étudier les systèmes élémentaires un par un, on pourra comprendre le fonctionnement de l'ensemble du système. Voilà. Et donc, pour étudier les systèmes élémentaires, on a des signaux tests en automatique qui vont nous permettre d'observer la sortie du système et de comprendre le fonctionnement du bloc que l'on est en train d'étudier. Alors, ici, on va faire 3 points et typiquement, dans les exercices qu'on va faire en TD sur cette partie-là et à l'examen sur cette partie-là, il y aura toujours les 3 mêmes questions. Voilà. Donc on va regarder la réponse impulsionnelle, la réponse indicielle et la réponse à une rampe. Donc là, sur cette diapo, ce qu'il faut bien retenir, ce sont ces 3 termes-là et regardez ce que ça veut dire. Donc, si j'essaye de l'écrire ici pour plus facilement le mémoriser, la réponse impulsionnelle, ça veut dire qu'à l'entrée du système, on met, donc à l'entrée du système, on va mettre une impulsion de Dirac, ici. Une réponse indicielle, ça signifie qu'à l'entrée du système, on va mettre un échelon, unité, donc U de T. Et la réponse à une rampe, ça veut dire évidemment qu'à l'entrée du système, on met une rampe, et donc du coup, on a T U de T. Voilà. Alors comme évidemment on va travailler dans le domaine de la place, en fait, eh bien on aura ici E de P qui va être égal à la transformée du Dirac, donc ça un petit coup dans les tables, et ça fait 1. Ou ici, on aura E de P qui sera 1 sur P, ou ici, E de P égale 1 sur P2. Donc, voilà ce qu'il faut retenir ici. Quand on va vous demander la réponse impulsionnelle, ça voudra dire que l'entrée E de P, c'est 1. Indicielle, l'entrée, c'est 1 sur P. Et la rampe, l'entrée, c'est 1 sur P2. Et ça, c'est vraiment le plus important à retenir ici et pour la suite. Voilà, au moins comprendre les questions. Alors, si on regarde ici, quels sont les... Quand on va étudier un circuit, à quoi on va s'intéresser? Alors, on va s'intéresser à la rapidité du système. Donc là, ici, j'ai un système. On a mis ici un certain signal à l'entrée, sûrement un échelon. Et puis, voilà ce que fait la sortie du système. Hop, elle oscille comme ça, et puis on sent qu'elle va converger vers la valeur 1, ici. Donc, comment est-ce qu'on définit la rapidité, c'est-à-dire le temps de réponse? Souvent, c'est le temps de réponse à 5%, mais ce n'est pas obligé. Et donc ici, on trace ici de droite à 1 plus 5%, 1 moins 5%.
et on regarde quand est-ce que le signal ne sort jamais, ici, reste plus proche que 5% de la valeur finale. Donc ici, dans cet exemple, c'est ici. Là, ensuite, le signal est toujours entre 95% et 105%. Donc ici, le temps de réponse, il va être défini ici. Voilà, donc ça c'est pour caractériser la rapidité d'un système. Deuxième chose que l'on va étudier, c'est l'erreur statique. Alors l'erreur statique, c'est l'écart au bout d'un temps suffisamment long, on va dire infini si on veut, l'écart entre l'entrée et la sortie lorsque l'entrée est un échelon. Donc ce serait la réponse indicielle en fait. La réponse indicielle, c'est l'ensemble de la réponse, et l'écart, c'est lorsqu'on attend longtemps, ici, entre ce que l'on attend et ce que l'on obtient. Donc ici, l'écart, c'est epsilon s. Le s, c'est comme statique. On appelle ça aussi l'erreur de position. Là, ça veut dire, c'est si vous avez, je ne sais pas quoi, un petit robot, vous lui demandez d'avancer d'1 mètre, et puis il avance en fait que de 92 cm. Donc il y a 8 cm d'écart d'erreur de position, ou d'erreur statique. L'erreur de traînage, ici, c'est la même chose, mais c'est si on met une rampe à l'entrée, voilà, et on voit ici la sortie du système qui met un certain temps à démarrer, puis suit plus ou moins l'entrée. Donc lorsqu'on attend suffisamment longtemps, on regarde toujours pareil l'écart, l'erreur entre l'entrée et la sortie, et on a l'erreur de traînage qui est pareil que l'erreur de vitesse. Et puis dernier point, c'est la stabilité du système. Ici, on a un système qui n'est pas stable. Ici, on voit il oscille de plus en plus, et sûrement ça va mal se terminer. Et puis ici, on a un système qui est stable. Voilà, on voit des oscillations, mais qui convergent ici vers une valeur. Et donc, système stable et système instable. Donc on a tout ceci à étudier pour savoir, en fait, pour pouvoir caractériser le système et puis éventuellement l'améliorer. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Bien, pour tout ce qui est précision et rapidité, donc les erreurs de traînage, les erreurs de vitesse, l'erreur statique, etc. On va le faire avec une analyse temporelle. C'est-à-dire, on va mettre à l'entrée du système soit un Dirac, soit un échelon, soit une rampe, pour avoir la réponse impulsionnelle, indicielle, et la réponse en vitesse du système. Donc on va mesurer, ou nous ici on va calculer ça, et ça nous donnera des informations sur la précision et la rapidité du système. Voilà. Pour ce qui est de la stabilité, bien en fait, en général, on l'étudie en faisant ce qu'on appelle une analyse harmonique, c'est-à-dire en mettant un signal sinusoïdal à l'entrée et en faisant varier la pulsation, la fréquence. Ici, eh bien, on va chercher si le système est instable, résonne en fait, à certaines fréquences. Donc ça, c'est le schéma général pour étudier un système. Donc nous, ici, dans ce cours, on va se focaliser sur l'analyse temporelle, c'est-à-dire sur la réponse impulsionnelle, indicielle, et il y a une rampe. Voilà. Alors, un petit exemple pour voir ce qu'on va faire dans les exos et à l'examen aussi. Alors ici, je prends un système qui a action proportionnelle, c'est-à-dire sa fonction de transfert, c'est une constante K. Autrement dit, la sortie du système,
c'est l'entrée multipliée par K. L'entrée multipliée par K, donc par exemple, si c'est un amplificateur de tension, ben on met 1 volt à l'entrée, il sort 2 volts en sortie. Si c'est un système, je sais pas moi, d'engrenage, il peut modifier la valeur d'un angle, par exemple multipliant par 2 l'angle d'entrée par rapport à l'angle, pour obtenir l'angle de sortie. Voilà. Donc ici, bon, les calculs en fait sont simples, mais c'est juste, enfin sont même trop simples, inutiles en fait, c'est juste pour vérifier comment on va faire ensuite avec nos systèmes réels. Donc, si je vous demande la réponse impulsionnelle. Ça veut dire que mon entrée, c'est un Dirac. Voilà, donc la sortie dans le domaine, ici, donc alors, ça veut dire que l'entrée, ici, ce sera, dans le domaine de la place, ce sera 1. Donc la sortie, je vais l'écrire quand même quelque part, parce que ce n'est pas sur la diapo. S de P, c'est H de P, donc la fonction de transfert de mon système, multipliée par le signal que je lui mets à l'entrée. Voilà. Du coup, ici, H de P, ben, c'est K. E de P pour la réponse impulsionnelle, c'est 1. Donc ça fait eh bien, un K multiplié par 1, évidemment, ça va donner K. Et puis ensuite, je refais la transformée de la place inverse. Et puis, je retrouve ici, dans le domaine temporel, la réponse, qui va être évidemment l'entrée multipliée par K, puisque ici, le système est juste une multiplication, ne fait que multiplier par K l'entrée. Donc évidemment, ici, pour obtenir ce résultat, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de passer par la transformée de la place. Je le fais juste pour montrer ce qu'on va faire après, quand on aura une fonction de transfert plus complète. La réponse indicielle, ben, tout est pareil, sauf que l'entrée, on va mettre un échelon unité. Du coup, on aura E de P qui sera 1 sur P, et donc la sortie, ce sera K multiplié par 1 sur P. Et ensuite, on fait la transformée inverse, et on retrouve K fois U. Voilà. Et même chose pour une rampe. L'entrée, ce sera T multiplié par U. Sa transformée, c'est 1 sur P2, ici, donc la sortie dans le domaine de la place, et une transformée inverse pour retrouver ici notre rampe multipliée par K. Voilà. Alors, quand même une précision ici importante, ne pas oublier que ici, les signaux doivent être causaux. Donc ici, je multiplie par U de T, sinon ma sortie n'est pas causale, et ici, je n'ai pas besoin de multiplier par U de T parce que le Dirac en lui-même, il est causal, c'est-à-dire il est nul lorsque T est négatif. Voilà, donc ça c'était pour la présentation générale de ce qu'on va faire. Et donc dans la vidéo suivante, on regarde ça pour un système du premier ordre. Voilà, à tout de suite.